Alors, bon après-midi. Je vais commencer avec une petite annonce. L'Université Concordia, qui est la source de tous mes bienfaits, a décidé d'essayer, en tout cas, on commence à travailler là-dessus, de mettre sur YouTube les conférences auxquelles vous êtes venus depuis 10 ans ou 12 ans, je ne sais pas. Alors, on a 2 grosses boîtes avec des cassettes, là. Alors, ça va être accessible, je ne sais pas quand, puis je ne sais pas exactement comment, mais en tout cas, c'était ma dernière chance de vous le dire, puisqu'aujourd'hui, on fait la 4e conférence. Et alors, en tout cas, vous surveillerez ça. Peut-être que si vous avez des nostalgies de vieilles histoires. OK. Alors, donc, aujourd'hui, on va aborder un cas un peu difficile, qui est le cas de Riopelle. Je dis un peu difficile parce qu'on ne pourra pas procéder comme j'ai fait l'autre fois avec Bordua. Chez Bordua, on a une espèce d'inconscient très riche là, qui se manifeste dans les tableaux eux-mêmes et qu'on peut suivre comme ça d'un tableau à l'autre. C'est comme une aventure. On dit, tiens, ça, il y a une connexion. Là, on ne l'avait pas vu, puis on marche comme ça. Dans le cas de Riopelle, surtout pour la période que je vais traiter, c'est-à-dire les choses plus anciennes, là, les tout débuts, puis ensuite les années 50, souvent les tableaux ne sont même pas titrés. Hein, c'est peinture, sans titre, des choses comme ça. Ou quand il y a des titres, Espagne, Autriche, c'est parce qu'il revient d'un petit voyage dans ces régions-là, puis il met ça comme titre. Ça n'a aucun rapport avec le tableau en général. Alors donc, on ne peut pas procéder de la même façon avec les titres. Ensuite, c'est une phase particulièrement abstraite chez Riopelle, ça, les années 50. Hein. Il n'y a pas beaucoup de figuration. Ça va revenir plus tard avec les bestiaires, les hiboux, tout ce qu'on voudra, les oies, mais pas dans les débuts. Dans les débuts, son art est très abstrait. Alors, je me suis dit, comment procéder? Quel problème qu'on pourrait poser à propos de Riopelle? Ça paraît paradoxal parce que c'est un personnage qui était très visible et très présent, mais il ne part pas comme ça. Il part, vous allez voir, dans une espèce de construction lente de son ego, de ce qu'il a voulu être. Il part, j'allais dire, presque à l'opposé complètement, à cause des circonstances dans lesquelles il a découvert sa vocation artistique, si on veut. Et là, je ne vais pas m'inspirer trop de Freud cette fois-ci, mais plutôt d'un psychanalyste anglais qui s'appelle Winnicott et qui a écrit un livre absolument passionnant, c'est « Jeu et réalité ». En tout cas, c'est un peu... Il explique comment, chez les enfants en particulier, le jeu est comme une espèce d'espace transitionnel entre le moi de l'enfant puis la réalité. Hein? Les enfants jouent, ils inventent des choses, etc. Puis c'est ça qui, peu à peu, aide à leur intégration, si on veut, dans le monde réel. Hein? Et Winnicott fait un parallèle avec ça. Il dit, au fond, au niveau de la culture entière, l'art joue ce rôle de jeu, d'être entre les gens et, si on veut, la réalité. C'est comme un endroit où on peut expérimenter toutes sortes de positions, etc. Alors, je pense que ça va nous donner une clé un peu pour Riopelle. Et la première chose à constater, quand il part, le jeu est très simple. Lui n'existe pas. Et la raison de ça, c'est son premier professeur, celui qui lui a initié un peu à l'art, qui s'appelle Henri Bisson, et Riopelle, qui disait qu'il allait à l'école buissonnière, plutôt que buissonnière. Alors, Bisson, ça devait être un gars assez sympathique, en fait, je pense. Ce qui arrivait, c'est qu'il était professeur à l'école Saint-Louis de Gonzague, où Riopelle va finir par étudier, là, étant tout jeune. Et le samedi et le dimanche, il donnait des cours de dessin chez lui. Mais c'était un professeur de français et de mathématiques à l'école primaire là, du quartier où vivait Riopelle. Et alors, les parents de Riopelle, qui ont vu qu'il avait du talent pour le dessin, tout ça, l'inscrivent à ses cours de fin de semaine, où il va très régulièrement. Alors là, il y a toutes sortes de chicanes sur les dates exactes, quand est-ce qu'il est allé, etc. Alors, lui a dit, j'avais pas 10 ans que j'allais déjà chez Bisson. Ensuite, il y en a un qui est sorti, il n'y avait pas 8 ans qu'il allait chez Bisson. Puis là, on était rendu à 6 ans, j'ai dit, oh, on va regarder ça de plus près. Et en fait, on peut établir que Riopelle a dû commencer à fréquenter cet atelier-là à l'âge de 13 ans, quand, pour 2 raisons faciles à comprendre, on s'est demandé quand est-ce que M. Bisson a commencé à enseigner
à l'école Saint-Louis de Gonzague. Puis ensuite, quand est-ce que Riopelle était un élève à Saint-Louis de Gonzague? Quand ces deux choses-là sont arrivées, bien, Riopelle avait 13 ans, et donc ça serait à peu près... Et vous allez voir, ça fait plus de sens aussi pour le genre d'œuvre qu'il a pu produire à ce moment-là. Alors, il rencontre donc ce bonhomme-là, qui est un chasseur, puis qui était probablement très sympathique. On a rencontré, moi et mes étudiants, dans le temps, sa fille, mais pas lui. On ne l'a pas rencontré. Et là, la méthode de Bisson est simple. Vous copiez la nature. Et plus que ça, c'est vous copiez des reproductions de la nature. C'est-à-dire qu'il installe son élève devant une image de calendrier, n'importe quoi. Je vais vous en montrer un exemple. Une histoire. Alors, il l'a mis sans titre, mais c'est un laboureur dans les Alpes ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas où il est allé trouver ça. C'est juste une mauvaise photo noir et blanc, mais vous pouvez imaginer, enfin, le type d'image qu'il donne à son jeune élève. Puis il a dit, ce qu'il faut faire, c'est copier la nature telle qu'elle, la reproduire telle qu'on la voit. Puis il n'a pas l'air à lui donner beaucoup de conseils non plus. Regardez, récemment, au Musée des Beaux-Arts, ici, on a acquis cette espèce de carte postale ou de carte de Noël, si on veut. S'il n'y avait pas Jean-Paul Riopelle écrit dessus, je sais pas, on aurait mis ça au panier, mais en tout cas, c'est le genre d'œuvre que Bisson encourageait, hein? C'est-à-dire copier des images le plus réalistement possible, etc. Puis c'est ça qu'il faut faire. Et alors, par exemple... Riopelle a dit à des journalistes tels quels, il dit oui, il dit on faisait une peinture très académique, ce qu'il appelle très académique, c'est évidemment une peinture de ce type-là, là, très léchée. Et aussi, le seul but, c'était copier la nature. Il dit de temps en temps, on feuilletait des albums, puis quand il y avait un tableau impressionniste, mon professeur disait c'est mauvais ça. Alors on passait vite, il dit on ne s'arrêtait pas à des choses impressionnistes parce que c'était déjà trop transformé, hein, trop changé. Alors, vous voyez, donc, si je reviens à mon Winnicott avec son idée des jeux, c'est un jeu à une seule règle. Hein? Vous copiez ce que vous voyez, puis c'est tout. L'autre chose qui est assez mystérieuse, c'est que, et ça aussi, c'est Riopelle qui l'a dit, c'est qu'il dit, on était chacun dans notre coin, et mon professeur ne parlait presque pas. Il ne donnait pas de conseils plus que copier ce que vous voyez là, puis... pas d'indication, tu sais, par exemple, comment faire une vue en perspective ou des choses comme ça. Alors, c'est une espèce de jeu avec une seule règle, copier. Hein? Copier ce que vous voyez, point. Et Riopelle, là, fait un aveu formidable. Il dit, après quelques mois de ces exercices, on ne pouvait pas distinguer nos deux tableaux. C'est-à-dire que le professeur copiait la même image, puis lui aussi, puis les deux tableaux étaient exactement semblables. Autrement dit, la personne du peintre disparaît. C'est juste l'objet. Hein? C'est juste ce qui est là. Lui, il n'y a aucun impact, il n'entre pas du tout dans l'image, il n'y a aucun impact. Et quand il discute justement les tableaux impressionnistes, enfin, je donne un Renoir et un Cézanne qui ont été faits exactement au même endroit. Et donc, normalement, avec la théorie bissonnière, on aurait deux tableaux exactement semblables. Mais je pense que tout d'entre vous aurait pu trouver qui est le Renoir et qui est le Cézanne. Hein? C'est assez facile. Ils ont chacun... Alors, ce qui arrive dans les grands peintres, enfin, ils méprisaient les impressionnistes, mais ils auraient dû un peu regarder ce qu'ils faisaient. Dans les grands peintres, il n'y a pas simplement la nature, il y a aussi le sujet, il y a aussi le tempérament de l'artiste qui rentre dans le tableau. Alors, dans le tableau de Renoir, on a des aspects plus doux, etc. C'est plus marqué dans le tableau de Cézanne. En tout cas, on peut reconnaître tout d'un coup qu'en plus du sujet, il y a aussi une personnalité. Mais dans la méthode de Bisson, il n'y a que le sujet. Ça part comme ça. Il y a ce que vous devez copier, point. Puis il n'y a pas question surtout d'entrer vous-même dans le show. Alors, comment expliquer que Riopelle, qui est connu plutôt maintenant, après coup, là, comme un ego certainement très fort et très affirmatif, comment expliquer qu'il a pu endurer ça, de pas être, de juste faire ce que le professeur lui disait, etc. Bon, là, je vais m'aventurer dans une petite chose que je connais moins, mais il y a un facteur qui pourrait peut-être expliquer ça. Alors là, vous avez une photo du petit Riopelle à droite, puis une photo du petit Salvador Dali à gauche. Les deux ont une chose en commun, ils ont perdu un frère en très bas âge. Dans le cas de Riopelle, c'était un frère plus jeune, puis dans le cas de Dali, un frère plus vieux. Et là,
en tout cas, imaginez que les parents ont un enfant, puis ensuite, 3 ans après, ils en ont un autre, mais il meurt. Alors là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les parents regrettent la perte de leur enfant et souvent, dans le cas de Dali en particulier, c'est d'aller très loin, ils ont donné le même nom qu'à l'enfant mort, à Salvador Dali. Hein. Ensuite, ils l'habillaient avec ses habits à lui. Ils le traitaient comme s'il était le frère mort. Et autrement dit, il y a 2 réactions possibles là-dedans. Le garçon peut dire « Hey, moi, j'existe. Là. Il n'y a pas juste l'autre qui est mort. Là. Regardez, moi, j'existe. » Ou d'autres, peut-être, des fois, c'est peut-être pas si mauvais de ne pas exister pour les parents. Tu es tranquille, tu t'en vas dans ton coin, tu fais ce que tu veux. Ils n'interviennent pas. Ils sont toujours en train de parler de son frère, ton frère, t'es si fin, si fin. Et au fond, chez Bisson, c'est ce qui se passe. Il ne parle pas. Il est tranquille, il est dans son coin, il fait les petits tableaux, etc. Alors là, vous avez peut-être une espèce de traumatisme d'enfance qui pourrait expliquer cette espèce de réticence au début. En tout cas, je donne ça sous toute réserve, je ne sais pas, mais ça pourrait être un des facteurs qui a pu jouer. Et là, alors peu à peu, ce qui va arriver, c'est que Riopelle va continuer. Là, je vais vous montrer un peu ce qu'il faisait avec Bisson. En fait, 2 exemples là, de tableaux. Bon, celui-là, il l'a appelé Hibou Ier. Évidemment, c'est un titre qu'il a donné bien après coup, parce que, vous savez, vers les années 70, il a fait toute une série de hiboux. Alors là, c'était le premier, parce qu'il a été fait en 39-41, il y a très longtemps, chez Bisson. J'ai dit tout à l'heure que Bisson était un chasseur. C'était aussi un taxidermiste, si on veut. Tu sais, il achetait des oiseaux naturalisés comme ça. Puis il y avait ça dans son atelier. Alors ça, il a probablement... Riopelle a dû s'inspirer d'un vrai machin comme ça pour faire cet oiseau. Hein? Et là, autrement dit aussi, si on veut, on est plus près de la nature que simplement des copier des reproductions ou des calendriers, mais malgré tout, le but est le même. Hein. Il s'agit de faire un vrai hibou là, qui aura pas où on ne pourra pas faire trop d'interprétation. Des natures mortes de Riopelle faites aussi à peu près dans le même temps. Le 41, ça serait presque la fin de son séjour avec Henri Bisson. C'est à ce moment-là presque il va le quitter. Alors là, il est plus sûr de lui, etc. Il fait une nature morte ici sur le thème de la musique. Hein. Vous avez surtout un violon, vous avez un métronome qui est posé sur un espèce de vieux livre à tranche rouge, là, et une tête antique dans le fond. Ça, c'est le genre de tableau un peu symbolique là, dans lequel on disait la musique, c'est comme le temps qui passe, etc. La sculpture qui fait allusion à l'Antiquité, etc. Alors, tout passe, tout se détruit, etc. Et on peut dire presque ce qu'on appelait une vanitas, hein? C'est-à-dire tout est vanité. Alors, des fois, l'art sert à exprimer ça, des fois, c'est la science, selon les artistes, ou des fois, les 2 ensemble, tout simplement. Alors là, Riopelle, non seulement imite des thèmes connus, mais aussi, peut-être même des fois, s'inspire des tableaux de Bisson lui-même. Hein. On a un cas où c'est avéré, on a vu les 2 tableaux côte à côte. Ça, c'est possible aussi qu'il a pu trouver son inspiration directement dans les tableaux que M. Bisson faisait. Hein. Alors, je vous disais justement, ça fait partie de cette idée d'exprimer les arts comme quelque chose qui passe, quelque chose qui s'en va. Et alors, le modèle de ça, évidemment, c'est dans Chardin déjà, où vous avez, par exemple, ici, une nature morte aux attributs des arts. Hein. Alors, c'est un peu la même chose. Hein. Vous avez la statue de Mercure ici. Bien, Mercure, par contre, c'est le dieu du commerce. Peut-être pour ça qu'il y a un peu de sous là, sur la table à côté. Là. Mais en tout cas, c'est comme une sculpture, si on veut. Puis tout le reste, ça évoque un peu la peinture. Hein? Vous avez une palette de peintre, vous avez des tire-lignes, vous avez un plan d'architecte, des rouleaux de papier pour faire des dessins. En tout cas, alors donc, c'est une évocation des arts. Vous retrouvez aussi nos gros livres à tranche rouge qu'on avait dans le Riopelle, qui sont dans le coin. Là. Et alors, c'était un peu comme la même idée, évocation de tous les arts, comme ça, comme dans une nature morte. Alors, donc, là, on pourrait dire que Riopelle suit une tradition bien établie, puis où il l'a fait encore plus, c'est dans ce fameux tableau-là qu'il a appelé « Une nature bien morte ». Hein?
Alors là aussi, c'est une joke qu'il a fait plus tard. Évidemment, quand il était chez Bisson, il n'aurait pas osé appeler ça comme ça, il y a la nature morte. Mais après coup, il l'a appelé comme ça. Alors là, vous avez tout, là. C'est vraiment la vanitas par excellence. Alors, dans le fond, c'est la palette du peintre. Devant, il y a une espèce de clairon, alors c'est la musique. Ensuite, vous avez 2 livres. Sur un des livres, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est marqué Darwin. Alors donc, ça fait allusion un petit peu à la science, si on veut. Et puis ensuite, il y a un bécher de chimiste là, au premier plan, sur un livre qui évoque la littérature. Ces livres jaunes, d'habitude, là, c'est des livres de romans, les mots passants, des choses comme ça. Des livres classiques, en fait, qu'on... Alors là, on a tout. Ça, c'est un tableau, par contre, qui est signé par Riopelle, mais qui est d'une copie d'un tableau de Bisson. C'est celui-là qu'on a vu en parallèle, là, les deux ensemble. Et donc, il s'est inspiré directement là, de son maître pour faire ce tableau-là. Hein, et je vous montre une photo du jeune homme. Alors, ce n'est pas un enfant, hein? Ça, c'est Riopelle en 1941, là, quand il est chez Bisson. Et ce qu'on voit derrière lui, c'est les 2 tableaux, le hibou et la nature bien morte. Hein? Alors, vous remarquez qu'il est en sarrau de chimiste, hein? Avec une chose blanche comme ça, la cravate, etc. Et les arts, c'est comme les sciences. Et dans les sciences, la subjectivité du savant doit être mise entre parenthèses. Les expériences peuvent être répétées telles quelles par quelqu'un d'autre, etc. Alors, tu sais, c'est un peu... on reste un peu dans le même monde, là, où le sujet lui-même n'est pas très important. Ce qui est important, c'est la fidélité à ce qu'on voit, à la réalité. Et là, dans le cas de ces tableaux-là, ça devient particulièrement difficile. Mais tout d'un coup, dans l'évolution de Riopelle, ce désir de copier la nature, d'être très proche de la réalité, commence à rencontrer des obstacles. Et le premier obstacle, c'est le fameux problème des reflets. Puis Riopelle en parle tel quel. Il dit, supposez que vous avez une bouteille dans une nature morte, puis qu'à cause de l'éclairage, la bouteille envoie une espèce de reflet bleuté ou quelque chose comme ça sur la table. Mais il dit, s'il y a une étiquette sur la bouteille, qu'est-ce que ça va donner, ça, dans le reflet? Puis est-ce que les gens vont arriver à comprendre que le peintre n'a pas fait une erreur en mettant là une étiquette? Enfin, c'est vraiment, il a vu ça, il a reproduit ce qu'il a vu. Hein? Ça, c'est un problème évidemment compliqué parce que là, il est confronté à copier la réalité le plus possible puis ne pas être capable d'être lu. Hein, par les connaisseurs qui viennent voir, où on dirait qu'il ne reconnaîtrait pas ce qu'il a voulu peindre. Alors pour lui, là, ça commence à être scandaleux, ça. Comment ça se fait quand on copie la nature, les gens ne pourront pas tous s'entendre sur ce qu'on a fait? Hein? Et alors là, tu sais, j'ai pensé, j'ai dit, voilà, en montrer un tableau dans lequel il y a des reflets compliqués. Alors ça, c'est un tableau du 17e siècle, évidemment, fait par les fameuses natures mortes là, des Hollandais. C'est absolument fantastique la façon dont c'est fait. Alors donc, tu sais, un repas très compliqué, etc. Mais remarquez qu'au fond, il y a une espèce de verre qui projette un reflet jaune sur la table. Et aussi, dans la cafetière qui est là, à gauche, il y a le reflet, vous allez voir, de toutes sortes de choses. Là. Et si je l'ai fait une vue plus rapprochée, alors on voit justement, par exemple, est-ce que tout le monde arriverait à lire comme il faut l'espèce de petite fenêtre dorée là, qui est sur la table et qui est au fond créée par un rayon de lumière qui passe à travers le verre qui est là. Hein? Et dans la cafetière, ce qu'on voit, c'est le peintre lui-même en train de peindre sa nature morte. Et on découvre aussi que derrière lui, il y a une fenêtre, ce qu'on ne voit pas dans le tableau fini. Hein? Vous comprenez? Avec le reflet, là, il s'intègre dans le tableau, puis il montre d'où vient l'éclairage, évidemment, de ce tableau-là. Hein? Alors ça, c'est le genre de problème que Riopelle rencontre en petit, évidemment, avec sa nature bien morte. Mais d'un autre côté, ça commence à le troubler, ça, cette histoire-là. T'sais? Dire comment ça se fait que je peux être près de la réalité puis pas être capable d'être lu convenablement. Deuxième expérience. Riopelle, là, a quitté Bisson, il se promène un peu dans le bas du fleuve, là, à Saint-Fabien-sur-Mer, des places comme ça. Et il fait de la peinture devant le motif. Là, alors, c'est lui, là, en train de peindre les collines qui sont devant lui. Alors, là, il est dans la nature, etc. Quand vous faites une peinture comme ça devant le motif, vous avez 2 phases. Hein? Vous regardez le motif, ensuite, vous regardez votre tableau. Alors, en regardant le tableau, vous perdez le motif,
Puis en regardant le motif, vous perdez le tableau. Hein? Il y a l'espèce de... Alors, il y a toujours une espèce d'ajustement là, qui se fait. Alors, ici, malheureusement, le petit tableau qu'il a fait n'a pas été retrouvé, mais on a un autre exemple fait un petit peu, à peu près dans le même temps, en 1943, où on le voit travailler en train de faire le tableau que je vous montre à côté. Là. C'est le même tableau, c'est la petite église de Saint-Adolphe qui est en train de peindre, avec au premier plan une espèce de grange ou de maison. Et là aussi, ça va être le plus réaliste possible, enfin, puis un petit peu plus dégagé quand même que ce qu'il faisait chez Bisson. Ouais, il commence à prendre un peu d'autonomie, etc. Mais là, il fait une expérience qui va aussi le troubler, parce que c'est l'expérience du trou. Il faut que je fasse attention, du trou d'eau, pas de Trudeau. Donc, à Saint-Fabien, il voit, j'ai pas le tableau, mais j'ai dit, j'imagine qu'est-ce qu'il a vu. Enfin, il raconte ça. Il dit, à un moment donné, il dit, je suis sur le bord de la mer, puis il dit, je vois une espèce de trou d'eau comme ça, avec toutes sortes d'animaux dedans, ça s'agite. Alors, il dit, je fais un tableau le plus exact possible de cette histoire-là, que je trouve merveilleux, etc. Et il le ramène à Montréal, puis il montre ça. Là, en 1943, il rentre à l'École du meuble. Là. Il devient... il va devenir l'élève de Bordua, etc. Alors, les choses vont changer. Mais en tout cas, il arrive avec cette histoire-là de son Trudeau. Et malheureusement, comme je vous dis, le tableau est perdu. Il l'a présenté chez Eaton à Toronto, puis il n'est jamais revenu. On ne sait pas ce qui s'est passé en 1945. Et alors, il n'y en a qu'un souvenir comme ça. Il dit que c'était un tableau qui était très réaliste, parce qu'il dit j'avais fait les choses telles que je le voulais. Mais quand ses amis le voient, ils ont dit « Ah, t'es devenu non figuratif, Jean-Paul, comment ça se fait? » Alors, là, encore là, c'est le choc. Comment ça se fait que moi, je fais exactement ce que j'ai vu, mais comme il n'y a pas d'horizon, comme il n'y a pas de mise en contexte, il y a juste ces affaires qui grouillent comme ça que lui a vu, là, les autres spectateurs n'arrivent pas à le suivre. Deuxième coup de butoir dans le système du réalisme absolu. Hein. C'est ça qu'il découvre comme ça tranquillement d'une étape à l'autre. Finalement, donc, il est à l'École du meuble et il y a un professeur qui va remplacer Bisson, mais dont il ne parle pas beaucoup dans dans les interviews et dans les mémoires. C'est comme, si on ne le savait pas, on pourrait penser qu'il ne connaissait presque pas. Pourtant, ils ont été ensemble beaucoup. C'est Bordua. Hein? Paul-Émile Bordua, dont on parlait la dernière fois, qui enseigne à l'École du meuble et qui enseigne, en fait, ce qu'un peintre pouvait enseigner dans une école comme ça, c'était un peu limité. Parce que, évidemment, l'École du meuble, c'était des meubles, c'était de l'ébénisterie, c'était des textiles, la poterie, des choses comme ça. C'était des arts appliqués. Hein? D'ailleurs, ça s'est appelé ensuite comme ça, l'Institut des arts appliqués. Mais malgré tout, on avait pensé que c'est important d'avoir un professeur qui ferait du dessin. Puis on avait demandé aussi à Bordua de faire un cours de documentation. Alors ça, c'était pas bien précis dans le syllabus. Ça voulait dire que Bordua s'installait avec ses étudiants autour d'une table, puis il feuilletait des albums, puis il commençait à les faire commenter sur l'art moderne ou des choses comme ça. Enfin, bon. Et là, à un moment donné, il présente un dessin de Matisse, dans ce type-là un peu. Je ne sais pas si c'est celui-là, mais en tout cas, juste pour faire image, un dessin de Matisse. Et là, il raconte dans les Projections libérantes, dans son espèce de petite autobiographie qu'il a publiée en 1949, qu'un des étudiants, qui avait déjà une réputation d'être un dessinateur extraordinaire, qui était très sûr de lui, dit « Monsieur Bordua, ce dessin-là est très mauvais, il n'y a aucun volume, c'est plat, ça n'a pas d'intérêt, pourquoi vous nous montrez ça? Hein? » Et alors, au début, et Riopelle n'est pas nommé dans le texte. Seulement, il y a une interview de Riopelle avec un journaliste français dans lequel il dit « Imaginez ». Il dit « Il m'est arrivé même de dire qu'il n'y avait pas de volume dans les dessins de Matisse. » Quand j'ai trouvé ça, j'ai dit « Oh, maudit, c'est lui. » Ça doit être lui, certain, qui a été pris comme ça par Bordua. Alors là, Bordua commence à dire, il dit « Je vais lui expliquer un peu comment ça marche. » Enfin, il montre que, justement, les lignes ne sont pas toutes de la même épaisseur, ils ont un certain rythme, etc. Puis là, finalement, il semble que le jeune Riopelle aurait dit « Oui, ben merci, M. Bordua, c'est la première fois que je vois le volume dans les dessins modernes comme ça. » Bon, ça, alors là, on voit, avec Bordua, les choses vont commencer à changer un peu, parce que Bordua va l'attaquer sur des convictions profondes, comme sur le réalisme, etc. Il va essayer de l'ouvrir.
à autre chose. Une chose que Bordua va faire aussi, il classe les dessins des élèves à la fin de la classe, là, quand il les faisait dessiner, selon ce qu'il croit être, lui, le plus intéressant, enfin, le plus libre, si on veut. Hein. Et Riopelle, avec sa formation académique, se retrouve dans le fond, dans le bas de la... Il n'est pas le premier, là. Il est dans les deux, trois derniers. Ah, il est scandalisé par ça, évidemment. Il dit, comment ça se fait? Moi, j'ai fait le personnage de façon beaucoup plus proche que tous mes confrères là, qui ne savent pas dessiner, qui n'ont jamais appris à rien. Moi, je sais comment faire ça. Alors là, Bordua est embêté parce qu'il faut qu'il justifie son classement. Il dit, pourquoi je vous ai mis, vous, à la fin, et non pas au début avec votre science, etc. Alors, Bordua dit, j'essaye par toutes sortes d'arguments de l'amener à concevoir ça. Puis il dit, tout d'un coup, je remarque que son personnage a le ventre concave au lieu d'être convexe, comme il voulait. Et là, pour Riopelle, c'est encore un truc là, qui n'a pas de bon sens. Comment ça se fait? Moi, j'ai fait le personnage tel qu'il est, puis on peut le voir ou comme convexe ou comme concave. Hein? On peut le changer dans une direction ou l'autre. Bon, regardez, ça, c'est des dessins de Riopelle faits à peu près à cette époque-là qui pourraient marquer un peu l'influence de Matisse. Hein. Mais le petit dessin à droite avec le chat, vous l'avez, le problème du concave et du convexe. Là. Dans le coup du chat, on voit qu'il a hésité. Hein. Il y a beaucoup de traits. Il a essayé de faire ça en creux, puis c'est redevenu comme en bosse, etc. Alors, il est un peu aux prises avec ce problème-là. Toujours, ce qui fait changer Riopelle tranquillement, c'est toujours ça, c'est la mise en question de son réalisme absolu, au fond de l'abolition du sujet peintre, en donnant toute son importance à l'objet qu'on peint. Alors, c'est le conflit. Mais là, justement, peu à peu, il y a toutes sortes d'expériences qu'il fait, dont il se souvient. Et là, disons, cette histoire-là de convexe et concave, par exemple, si vous avez... Ça vient surtout, je pense, du fait que l'éclairage qu'on a dans la nature vient d'en haut, la plupart du temps. Et alors, par exemple, sur fond noir, là, quand les boules sont éclairées d'en haut, ils ont l'air des sphères, hein, sauf une qui a l'air d'un creux, parce qu'on l'a fait. Tandis que ce que j'ai fait, j'ai pris la même image, puis je l'ai renversée dans l'autre. C'est exactement la même image, mais si vous renversez, tout ce qui était creux devient une bosse, etc. Hein? Un autre exemple, c'est par exemple, ça, c'est la photo du même cratère à Hawaï, mais vu en positif ou en négatif. Alors, il a l'air creux dans un endroit, puis il a l'air d'une petite montagne, mais c'est exactement la même chose. Alors, comprenez qu'on peut jouer comme ça sur le convexe, concave, selon une rotation de 180 degrés, puis on obtient autre chose. Le grand maître, évidemment, de ce genre d'effet-là, c'est le fameux Escher. Vous connaissez probablement cette histoire-là, là, qui est absolument foudrale. Ça s'appelle d'ailleurs comme ça, concave et convexe. Et alors, on monte l'escalier, puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on est en bas. En tout cas, c'est vraiment... Il est incroyable. Et ça, il est imbattable là-dessus. Alors, mais là, ce qui est à retenir ici, à propos de Riopelle, c'est l'ambiguïté, justement, de la réalité de temps en temps. T'sais, même quand vous êtes... ça me fait penser un peu ce test que les psychologues faisaient passer, là, le lapin qui avait l'air d'un canard. Là, vous avez déjà vu ça? Ils ont une tête de lapin avec les deux oreilles, mais si vous le regardez un peu différemment, ça a l'air d'une tête de canard avec le bec. T'sais. La même image peut être lue de deux façons, successivement. Comme là, un peu, ce qui est concave paraît convexe, puis etc. Et ça, évidemment, pour Riopelle, c'est une pierre d'achoppement. Comment est-ce qu'on peut sortir d'être sûr de ce qu'on présente, etc. Et là, il y a une phase où il ne fait pas grand-chose. Il y a un ami... M. L'Espérance, d'ailleurs, qui est le frère de Françoise L'Espérance, qui va marier, et qui lui dit « Essaye donc d'être moderne un peu, au lieu de faire tes vieilles affaires là, académiques, etc. » Alors, il va travailler presque 2 ans sur cette croûte-là, qui n'est pas bien bonne non plus, et qui a peut-être influencé par Pellan, parce que Pellan fait une grande exposition à la fois à Québec puis à Montréal en 1942. Alors, il a peut-être vu ces choses-là, puis il s'est dit, je vais faire un peu cubiste, là, un peu Pellan. Ou
l'autre hypothèse, c'est que dans les collections de l'École du meuble, il y a des sculptures populaires, là, comme par exemple des coques d'église ou des choses comme ça. Alors, il a pu s'inspirer là. Mais ça dure longtemps, ça donne pas grand-chose, et il laisse ça aller. En 1944, 1945, Riopelle vit littéralement chez Bordua à Saint-Hilaire. Et là aussi, moi j'ai demandé, de quoi vous parliez? Oh, ils ne parlaient pas, on allait à la pêche tous les deux, puis il était dans son coin, puis on revenait avec le poisson sur le Richelieu. C'est toujours... Riopelle n'a jamais, avec nos malheureux historiens d'art, parlé vraiment d'art. Il va parler de toutes sortes d'affaires. Il va parler des courses, de la boxe, des choses comme ça, mais l'art, on ne touche pas beaucoup à ça. En tout cas, alors là, il vit chez Bordua, mais Bordua lui fait rencontrer Ozias Leduc. Parce qu'évidemment, Bordua connaît bien Ozias Leduc, puis c'est relativement un voisin. Il est à Saint-Hilaire aussi. Et là, c'est une photo de M. Leduc dans le temps. Et je vais vous lire ce que Riopelle dit là-dessus. Il a dit pendant une interview où il était complètement paf, en tout cas, il y avait assez de verre de vin devant lui, il a dit Bordua et moi avons été élèves d'Ozias Leduc. Oh, ça, c'est de mettre les choses ensemble beaucoup trop proches, ça fait. Et alors, voici ce qu'il raconte sur M. Leduc. Je vous lis ce qu'il a dit, en tout cas. La plus importante des influences que j'ai subies, dit Riopelle, c'est très certainement celle d'Ozias Leduc. Quand je suis allé le voir, c'était un vieillard qui vivait dans une cabane et que tout le monde disait fou. C'était un très grand peintre. Alors, la cabane en question, c'est son atelier. C'était vraiment pas une cabane. Puis c'était pas vrai non plus qu'on appelait M. Leduc à Saint-Hilaire un vieux fou. Hein? C'était plutôt le vieux maître de Saint-Hilaire, des choses comme ça, en tout cas. Mais ça, c'est pas étonnant. Chez Riopelle, on a de la fabulation comme ça. C'est pour ça qu'il y a des historiens d'art qui viennent après et qui corrigent tout ça. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais on voit, en tout cas, il en parle de façon... Alors là, il ajoute une affaire qui est très bizarre. Il dit, c'était un grand peintre. Il pouvait passer 3-4 ans sur un tableau. Quand il peignait un arbre, il le suivait scrupuleusement à travers les saisons. Au printemps, il mettait des bourgeons sur les branches. À l'automne, il faisait tomber les feuilles. En hiver, il mettait de la neige. Peu à peu, ça devenait une véritable croûte. Et puis, en 20 minutes, il reprenait et finissait le tableau. Et c'était un chef-d'œuvre. I don't believe that. Ozias Leduc n'a jamais travaillé comme ça. Au contraire, on a la preuve qu'une chose qui fascinait Leduc, c'était de fixer pour l'éternité, si on veut, dans un tableau, un événement qui était très passager dans la nature. Comme par exemple, une formation dans les nuages qui fait penser à une espèce de visage. Ça va durer 2-3 secondes. Alors ça, Leduc fait un tableau avec ça. Il ne fait pas un tableau pendant 4 ans avec les arbres qui perdent leurs feuilles puis qui recommencent, etc. Hein? Vous comprenez que là, c'est de la fabulation pure et simple. Ça n'a aucun sens. Le paradoxe, évidemment, c'est que ce dessin-là appartient à Riopelle. Alors, appartenait à Riopelle, puisqu'il est mort maintenant, mais donc, il l'avait dans sa collection à lui. Hein? Et ce que je pense qu'il a fait, il a transposé une histoire qu'il a dû lire dans André Breton. Breton raconte ça, qu'il voyait un vieux peintre comme ça qui était à Marseille et qui peignait en fin de journée. Et il dit, il accompagnait la descente du soleil derrière l'horizon et il assombrissait comme ça son tableau tranquillement. Tu sais. Il peignait, bon là c'est encore clair, puis là, il noircissait un peu ici, un peu là, puis il dit à la fin le tableau était tout noir, il ne restait plus rien. Alors, tu sais, une obsession, un scrupule de vérité. Là, on suit le phénomène au fur et à mesure qui se passe. Moi, j'ai l'impression que c'est une réminiscence de lecture d'André Breton qui a attribué à Ozias Leduc. Mais encore là, vous remarquez que c'est le dernier refuge. Hein? Si on peut même peindre comme ça le mouvement, le déplacement de la saison, etc., on a encore un espèce d'extraordinaire contrôle sur la réalité. Hein? Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que les choses vont se gâter au niveau de ce qu'il avait reçu. Premier indice, c'est qu'il fait des tableaux à deux. Hein? Alors,
Ici, ce tableau-là, il est signé par lui, mais en fait, on sait qu'il a été fait par Françoise L'Espérance et par lui. Alors, il a été commencé par un, puis il a été fini par l'autre. Et on ne sait pas quelle partie l'ont fait. Il y a une espèce d'oiseau, j'ai l'impression, à droite. Bon, c'est peut-être lui, c'est peut-être elle qui l'a fait, puis le reste a été fait après coup. Là, vous faites intervenir dans le même tableau deux subjectivités. Hein? Et vous les affirmez si peu qu'on ne peut pas savoir vraiment laquelle est d'eux. Alors, on passe presque d'un extrême à l'autre. Avec Bisson, pas de personnalité. On fait la réalité, on copie ce qu'on voit. Avec maintenant, avec ce qui se passe, avec Bordua, etc., Riopelle propose cette espèce d'entre-deux. On va faire des tableaux à 2, à 3, on va les modifier comme ça. On n'a pas besoin d'être trop, d'affirmer trop sa personnalité. On peut jouer comme ça à l'intérieur. Et là, comme le style de Riopelle commence à changer beaucoup, les parents sont beaucoup moins enthousiasmés de la peinture de leur fils. Là, ils commencent à s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça, ces folies-là? Ça ressemble à rien, etc. Alors, il paraît qu'il en aurait brûlé quelques-uns au poêle. Et là, Riopelle, évidemment, c'est pas ça qu'il veut. Il se réfugie. Et ce qui va arriver, c'est qu'ils vont... là, il est à l'école du meuble, donc il voit des gens comme Marcel Barbeau, Jean-Paul Mousseau, etc. Il commence à être dans ce qu'on va appeler le groupe des automatistes. Ce n'est pas fait encore, là, mais on voit qu'il s'associe avec ces gens-là. Et Marcel Barbeau, dont le père a une épicerie, loue un petit atelier, mais en fait un hangar. En fait, c'est pour ça que j'ai pris cette photo-là à peu près dans la région où ils l'ont fait, là. Près de Saint-Hubert et Berry. En tout cas, ils ont un petit hangar comme ça chez son voisin, 10 piastres par mois, etc. Bon. Puis là, ils installent là-dedans un atelier où ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et les deux plus assidus, si on veut, c'est Marcel Barbeau et Jean-Paul Riopelle. Riopelle parce que ses parents ne veulent plus voir ses œuvres, puis Barbeau, c'est lui qui paye. Il travaille à l'épicerie de son père, puis il gagne un peu d'argent comme ça, puis c'est lui qui est responsable de l'avoir trouvé, etc. Mousseau m'a raconté, moi, que c'était chauffé l'hiver de façon misérable. Il dit, on avait mis au sol 3 cercles. Il y en a un qui était... il y avait une espèce de ce qu'on appelle, les Canadiens français vont reconnaître ça ici, une tortue. C'était une espèce de petit poêle avec 4 pattes, là, et, à bois, évidemment, ou au charbon. Et là, il dit, on avait mis 3 cercles. Alors, près de la tortue, c'était zone torride, un peu plus loin, zone tempérée, puis plus loin, zone froide. Alors, c'était tout petit, puis il travaillait là-dedans. Et là, Riopelle, quand il raconte son passage à l'atelier, ou au hangar, si on veut, en tout cas l'atelier de la ruelle, comme on a fini par l'appeler, il dit, là aussi c'est tellement caractéristique, vous allez voir, c'est la même idée là, de travailler à plusieurs sur le même tableau, etc. Il dit, on entrait, on peignait. Quand un partait, l'autre prenait sa place. Souvent en reprenant, en refaisant la toile du voisin. Ça, c'est très bizarre. Hein? C'était une façon de se libérer, dit-il. On avait les mêmes problèmes et une confiance absolue dans l'homme qui était à côté. Alors, s'il voulait repeindre une toile, c'est qu'il pensait faire mieux. Oh, ça n'a pas été souvent, ça. Les tableaux à plusieurs mains, là, ça ne marche pas d'habitude. Alors, moi, j'ai questionné des gens qui ont été... Il y avait un Denis Morissette, là, qui est un gentil garçon. Il dit, oui, je me suis fait faire ça par Mousseau. Puis j'ai demandé à Mousseau, c'est vrai que... Oui, son tableau était faible, je l'ai recommencé, etc. Non, ça n'a pas duré longtemps, ça, ce système-là. Mais on voit que Riopelle, encore là, c'est l'idée de plusieurs subjectivités qui vont se mêler ensemble. Il n'y aura pas d'affirmation du soi trop forte. On va travailler tous comme ça, sur le même tableau. On est des bons amis. Personne ne va s'en faire avec ces interventions comme ça dans un tableau. Hein? Alors, et là, plus ça allait, évidemment, plus les tableaux deviennent automatistes, si on veut, un peu abstraits, etc. Là, le problème se pose. Il dit, si, comme Bordua nous le recommande, il faut faire des tableaux sans idée préconçue, sans intention, qu'ils soient vraiment comme une espèce de projection du sujet directement sur la toile. Si tout le monde suit ce conseil-là, est-ce que tous les tableaux vont se ressembler? Hein?
comme, enfin, il avait déjà fait l'expérience de tableaux qui se ressemblent. Alors là, avec les mêmes méthodes, est-ce qu'on va obtenir les mêmes choses? Et il dit là, il est arrivé un tournant. Ce qui est arrivé, c'est que Claude Gauvreau est venu. Claude Gauvreau, c'est le poète, c'est le frère de Pierre Gauvreau, le peintre. Et Claude Gauvreau est venu les voir de temps en temps. Et il dit que Claude Gauvreau pouvait reconnaître nos tableaux. Et regardez, je vais vous faire l'expérience. Ça, c'est le tableau probablement fait dans les conditions de l'atelier de la Ruelle par Riopelle, bon, qu'il a appelé Ontario le 9 décembre. Là, vous imaginez pourquoi. Il est allé faire un tour là-bas, puis il revient. Bon, ça n'a pas grand-chose. Peut-être que c'est une très belle vue de l'Ontario, mais en tout cas, ça n'a pas grand-chose avec le tableau. C'est fait, disait-il, avec de la peinture Sherwood-Williams, parce qu'il dit on n'avait pas d'argent. Alors, on achetait de la peinture en bâtiment sur des bouts de toile misérables. C'est pour ça qu'il y a très peu de tableaux de cette époque-là qui ont été conservés parce que ça a été détruit avec le temps. Alors ça, c'en est un qui a été sauvé et qui est collectionné par le Dr. Charret. Et alors, ça, c'était celui de Riopelle. Il y avait celui-là qui était fait par Barbeau, alors qui est célèbre, lui, le tumulte à la mâchoire crispée. Alors ça, c'est au musée d'art contemporain maintenant, en tout cas, c'est un beau tableau. Et il y avait un tableau de Mousseau, hein, sans titre, bon, un tableau de Jean-Paul Mousseau. Et là, quand Claude Gauvreau vient, il peut attribuer à chacun, à ces trois tableaux-là, le véritable auteur. Alors là, pour Riopelle, il dit que ça a été le tournant. Là, il dit, j'ai compris que le sujet pouvait être reconnu dans le tableau et on pouvait donc, là, à partir de là, faire quelque chose d'autre que simplement copier la nature ou répéter ce qu'on nous avait appris jusque-là. Et je ne suis pas sûr que ça s'est passé là, mais c'est certainement pas très longtemps après que Riopelle fait pour la première fois des expériences de décalcomanie. Vous allez voir que ça va être important, ça. La décalcomanie, c'est un espèce de système. C'est un jeu, en fait, encore là. Je peux revenir à Winnicott. Et c'est vous mettez sur une feuille glacée un peu des taches de couleur, là, par exemple un peu de noir ou de bleu, là, comme ici, un peu peut-être de mauve en haut, là. Et là, vous appuyez sur une autre page, la page que vous avez maculée là, avec de la couleur. Puis vous les appuyez l'une par-dessus l'autre. Alors, il y a un moment donné où vous ne voyez pas du tout ce que ça va donner, puisque une est verso et l'autre est recto. Et quand vous la soulevez lentement, bien là, vous avez tout d'un coup une révélation d'un paysage, ou d'une espèce de composition qui se fait comme ça, presque automatiquement, avec le moins d'intervention possible, disons, on pourrait dire, de l'artiste. Décalcomanie, hein, c'est comme ça qu'on a appelé ce genre de choses-là. Celui qui a inventé ça chez les surréalistes, c'est Oscar Dominguez, qui était né dans les îles, là, Tenerife, etc., et qui va rencontrer Breton et Éluard dans les années 20. Il va s'associer au groupe surréaliste, puis c'est lui qui va lancer la mode de ce genre de tableau-là. Pour Riopelle, c'est intéressant parce que c'est presque l'intuition qui est rapportée par Breton, c'est de Léonard de Vinci qui dit contemplez un vieux mur, vous allez voir des taches, puis ça va vous donner des idées pour faire des tableaux, etc. Alors, on pourrait dire que la décalcomanie crée presque la situation. Hein? Vous avez des taches qui, tout d'un coup, révèlent ici une espèce de paysage fantastique, si on veut, ou quelque chose comme ça. Et effectivement, les artistes surréalistes vont adopter ce genre de production, si on veut. Ici, c'est un exemple de Tanguy. Tanguy a gardé les deux pages, tu sais, celle avec laquelle il a imprimé et celle qui était imprimée. Alors, il a fait deux tableaux avec ça. Alors, qui sont comme un positif et l'autre le négatif de l'autre, un peu comme dans la photo, là. Hein? Alors, il a appelé ça paysage 1, paysage 2, évidemment, mais c'est fait avec la même matrice. Hein? C'est exactement la même chose, mais renversée. Hein? Et dans le cas de Riopelle, on a quelques exemples de décalcomanie. Ça, c'en est une. Qui est assez surprenante. Il a appelé ça « verse sombreuse ». Et là, on voit que pour obtenir cette image de visage un peu mystérieux, très symétrique, il a réduit le problème à sa plus simple expression. Il a simplement plié la feuille. Hein? Et alors, on obtient une image, c'est un petit peu comme les tests de Rorschach, là, avec les papillons, sauf que les tests de Rorschach, c'est un peu ennuyeux. Et surtout, on se fait prendre à chaque fois, on pense qu'on répond comme il faut, puis le psychologue est en train de rire de nous autres. En tout cas, dans le cas ici, on pourrait dire que Riopelle
enfin, saute une étape. Au lieu d'imprimer une feuille sur une autre, il fait simplement la plier, puis l'ouvrir, et donc d'obtenir comme ça une espèce de visage bizarre, très symétrique. Évidemment, la symétrie, ça n'a jamais été très le fort de Riopelle. Alors, il va essayer d'intervenir avec d'intervenir différemment. Comme par exemple ici, une image qui est appelée le gitan. Au lieu de plier son papier au centre, il a fait des pliures, si on veut, ou pliages à l'oblique. Hein? Alors, par exemple, si vous allez vers la droite, vous avez une espèce de personnage. Là. Il y a 2 jambes noires, il y a un torse puis une tête jaune. Le voyez-vous, 5 mois. Des fois, je me demande, j'ai dit, coudonc, c'est peut-être moi qui est malade, là, mais non, OK. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, c'est le gitan, enfin, dans l'image, hein, tout simplement. Alors là, ça suit, par contre, un axe oblique. Hein, vous comprenez? Il a plié, là, au lieu de le plier au centre, il l'a plié sur le côté. Puis, on a aussi en bas à gauche les vestiges de 2 autres pliages. Là, on voit des lignes là, qui se passent. Alors, donc, il essaye de sortir de l'image trop symétrique. Et ici, au Musée des Beaux-Arts, on a cette décalcomanie, ça fait partie de la collection ici, avec, là aussi, on voit, à gauche, on voit le motif très symétrique, puis à droite, c'est plus perdu, là, dans le vert, mais aussi, on voit qu'il intervient ensuite après. Enfin, il part avec la décalcomanie, mais il ajoute de la couleur, il la change un peu, enfin, il intervient. C'est pas juste simplement de répéter mécaniquement ce qu'on voit. Hein. Alors là, ce système-là va être absolument crucial pour comprendre le développement de Riopelle après, parce que dans la décalcomanie, vous avez tout d'un coup un effet d'occultation de l'image, hein, puisque vous mettez par-dessus quelque chose, puis vous la couvrez. Et vous ne savez pas ce qu'il va y avoir en dessous. Alors, quand vous levez, vous avez une surprise. Vous avez tout d'un coup, vous découvrez quelque chose. Oh mon Dieu, je ne pensais pas que ça ferait ça ou d'autre. Et là, ça va devenir ça comme une façon pour Riopelle, ce passage, disons, de l'occultation de l'image à sa révélation continuelle, avec la possibilité justement de modifier ce qui vient d'obtenir, de le faire autrement, ça va devenir comme une espèce de méthode qu'on va retrouver dans tout le reste de son œuvre. Hein? Et là, on pourrait dire, c'est ça, il finit par comprendre comment faire dégager tout d'un coup l'implication du peintre dans son tableau. Parce qu'il est devant tout le temps un mystère, une surprise, et la prochaine étape, évidemment, il faut qu'il essaie de faire pour le mieux avec ce qu'il a. Et là, vous allez voir, on pourrait dire que les travaux à la spatule, vous savez ce que c'est? C'est les couteaux à peindre, là. Les travaux à la spatule des années 50 de Riopelle, au fond, sont faits avec un peu le même principe que la décalcomanie, c'est-à-dire, et je voulais vous faire la démonstration de ça. J'ai dit, je vais leur apporter de la peinture, je vais le faire devant les autres. Ben oui, mais là, vous l'avez vu, mais pas... Bon. Alors, j'ai demandé à Pnina, à ma femme, de me faire des photos de moi en train de faire un Riopelle. Non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais montrer comment quand vous travaillez à la spatule, qu'est-ce qui se passe. Hein? Alors, ce que vous voyez à droite, c'est une spatule un peu comme celle que Riopelle utilisait. Et j'ai mis, donc, sur un bout de papier, là, qui est en dessous, ce qui est gris, 3 taches de peinture à l'huile, là, simplement pressées sur le tube, puis mis ça là. Ça, c'est la première étape. Hein? Il commence comme ça. Deuxième étape, il applique la spatule sur les couleurs, et là, ils disparaissent. Il ne les voit plus. Hein? Il ne voit plus les couleurs qui sont en dessous de la spatule. Ce qu'il voit en noir, c'est le dos de la spatule. Hein? Donc, il y a un moment d'invisibilité ou d'imprévisibilité de ce qui va se passer. Vous comprenez? Donc, un peu comme dans la décalcomanie, sauf que là, c'est à l'échelle d'une spatule qui peut être grande comme ça ou plus petite, mais en tout cas, c'est vraiment à l'échelle très, très rapprochée. Quand, finalement, vous vous déplacez, là, j'ai poussé la spatule vers la gauche, là, on voit tout d'un coup que les 3 petites taches qu'il y avait au début étaient en fait des couleurs plus vives. Là. Il y avait du jaune, il y avait du bleu et il y avait du vert. Et puis là, ben, si vous enlevez, ça serait le résultat. Ce n'est pas un Riopelle, je ne pourrais pas le vendre cher, mais ça, je voulais juste vous montrer concrètement c'est quoi l'espèce de technique à la spatule, qu'est-ce que ça représente. Alors, on peut dire à chaque fois
qu'il y a un coup de spatule qui est donné, il y a un moment d'invisibilité où on ne voit pas ce qui va se passer. Ensuite, il y a une révélation. Et là, évidemment, quand vous avez ça devant vous, vous pouvez dire « Oh non, c'est pas ça que je voulais, moi. Je voulais avoir plus de jaune ou plus de blanc, etc. » Là, il se pose des problèmes d'adaptation. Et là, effectivement, Riopelle raconte qu'il dit « Je veux toujours, moi, il dit au début, peindre de façon légère, etc. Mais ça finit par être tellement épais, là, à force d'en mettre puis d'ajouter pour finir par avoir ce qu'il veut vraiment, hein? En avançant comme ça à travers le tableau pour finalement le construire comme il rêve de le faire. D'ailleurs, Riopelle, c'est connu, ça, il travaillait très, très longtemps. Là. Des fois, il y a des tableaux qui ont travaillé 24 heures sans arrêt comme ça, parce qu'il faut à la fois donc une espèce de présence d'esprit devant ce qui se passe, être capable de prendre les décisions qui suivent une tâche comme ça, quelle est la prochaine, comment est-ce qu'on va l'organiser, etc. Alors, évidemment, Riopelle ne travaille pas avec des témoins autour. Là. Ça, il y a très, très peu de gens qui l'ont vu peindre. Alors là, je vous montre une photo de lui dans son atelier à Paris, là, au tout début, là, dans les années, à la fin des années 40 et au début des années 50. Alors, si vous regardez devant lui, à terre, attends, je vais prendre mon petit truc, vous avez ces spatules là, qui sont là. Est-ce qu'il est là? Tu vois ici, là, il y en a une là, il y en a une autre là sur la table. Alors, c'est ça. Il travaille avec puis il n'y a pas de pinceau. Il travaille avec ces choses-là. Et on a un tableau derrière lui, en fait, qui est une photo qui a été prise par Mme Coulombe. Et en tout cas, il y a toute une série de ces photos-là. En atelier, on voit justement qu'il travaille avec cette méthode-là. On a retrouvé aussi des tubes de peinture qui appartenaient à Riopelle et qui était, en tout cas, dans son atelier. D'ailleurs, des tubes de peinture achetés chez Lefebvre Foinet, ça, c'est une très bonne maison à Paris. C'est la couleur de qualité, là. C'est comme Winsor et Newton en Angleterre, ou quelque chose. Alors, il achetait donc des tubes de peinture comme ça très chers. Et certains de ces tubes, vous avez remarqué, n'ont pas de bouchon. C'est comme s'il avait coupé à coup de couteau le bouchon, disons, le goulot de peinture, et pouvoir arriver à sortir la peinture le plus vite possible, en tout cas, si on veut, dans des phases d'improvisation rapide, etc. Hein? Il disait d'ailleurs, c'est comme sabrer le champagne. Le seul champagne connaissait ça. Mais sabrer, moi, j'avais jamais vu ça. Mais enfin, il paraît qu'on peut donner un coup d'épée dans le haut d'une bouteille de champagne puis pouvoir boire ça après. Et là, donc, il sabre certains de ces tubes. Et là, on a une seule description, je ne sais pas si je vais la retrouver, de sa façon de procéder, qui est par un témoin qui l'a vu faire, et qui est, en tout cas, assez révélatrice. Il dit, il prenait 3 ou 4 tubes dans ses mains, ouverts là, ou décapités. Et là, avec ça, il mettait donc sa couleur sur la toile. Puis là, avec l'autre main, la spatule, puis le tableau se construisait comme ça très rapidement devant nous. Il dit qu'il était d'une habileté extraordinaire. On voyait le tableau était très contrôlé, etc. Et ça a beaucoup de bon sens. Ça doit être comme ça qu'il pouvait travailler, parce que, alors là, il pouvait donc avoir tous ces tubes de peinture prêts, dans lesquels la peinture sort très facilement, parce qu'il n'y a pas question de peser un après l'autre. S'il en tient 3 ou 4 dans la main, il faut que ça soit liquide, pas mal, etc. Puis là, ça s'accumule comme ça. Il y a un exemple magnifique, en fait, de tableau de Riopelle qui a été photographié par un fameux photographe français qui s'appelle Doisneau. Vous avez dû voir des photos de lui. Les gars qui se font des mabailles à des filles qui passent dans la rue. En tout cas, bon, Doisneau, c'est... Bon. Et Doisneau a fait des photos de Riopelle devant ce tableau-là, qui s'appelle Pavane, et qui est au Musée des Beaux-Arts du Canada, enfin, donc ce qu'on appelait la Galerie nationale du Canada. C'est un triptyque, hein, c'est dans 3 grosses sections, énormes, c'est un très beau tableau. Et alors, regardez, alors ce qu'on voit ici, c'est Riopelle,
avec son chevalet puis sa palette. C'est deux affaires qu'il n'a jamais utilisées vraiment, mais en tout cas, il a mis ça là. Ensuite, une chaise. Et devant lui, c'est les tubes de peinture, ça. Ce que vous voyez, le paquet de tubes de peinture qui est là. S'il achetait ça chez Lefebvre-Foinet, ça coûte une fortune, juste cette chose. Puis pour couvrir pour couvrir des espaces aussi grands que ce qu'on voit, là. C'est-à-dire, là, ce que vous voyez derrière lui, c'est le tableau que je vous montrais en couleur juste avant, là. C'est Pavane, hein? C'est ce qui est au musée, c'est à la Galerie nationale à Ottawa, là. Et il y en a un autre grand tableau par terre là, qui est devant lui, qui n'a pas été fait comme ça, qui a été fait aussi à la verticale, comme les autres. Mais là, il est comme immergé dans un monde de peinture et dans lequel, puis il se présente un peu en artiste, mais vous remarquez qu'il pose parce qu'il est parfaitement propre. Hein? Il n'y a pas une tache de couleur sur son chandail. Il y a une petite cigarette au bec comme ça. Là, en tout cas, ça, c'est vraiment... Puis à un moment donné, il a fait... Alors ça, c'est le tableau qui est au sol. Hein, dans la photo, qui s'appelle La Roue, et qui est aussi, qui est ici, en fait. C'est un tableau qu'on a ici au musée. Et l'autre photo, alors là, il a enlevé le chevalet, il s'est mis devant la chaise renversée comme ça, puis toujours à ses pieds, le tas de couleurs qui sont là, qui sont accumulées devant lui. Et puis là, ben, gros sourire, je vous ai eu avec cette histoire-là. Je ne viens pas de faire le tableau, c'est un montage, c'est quelque chose qu'on a fait. Hein? Et alors, finalement, quand on voit un peu ce qui va se passer, c'est que là, je vous présente un tableau complet puis un détail, tu sais, qui correspond à ce qui est en haut à droite, là. Alors, pour voir de plus près un peu comment est-ce que les couleurs deviennent très compliquées avec ce système-là, etc. Et là, à un moment donné, Riopelle va prendre ses distances avec l'automatisme, mais au nom de donner encore plus d'importance au hasard. Mais oui, c'est parce qu'avec son système de cacher puis d'ouvrir comme ça tout le temps, il y a un facteur absolument incontrôlable qui ne peut pas savoir ce que ça va donner au départ et il va peu à peu le construire. Alors, donc, il affirme ça. Il faudrait... Le salut, c'est le hasard le plus total. Et par contre, le hasard s'accompagne de conscience. Alors, c'est le deuxième aspect, c'est que quand on a la révélation de la tâche qui a été faite, on en prend conscience, on voit ses possibilités, on voit comment on peut la développer et on décide la prochaine tâche de cette façon-là, puis on avance comme ça tranquillement. Même chose, il va faire hasard et contrôle. Hein? Les deux choses se suivent. Il y a un côté d'improvisation au début, puis ensuite, bien, il y a un aspect contrôlé de tout ça. Et ça, il dit, les automatistes n'ont peut-être pas trop compris ça, puisque en se fiant trop juste au fait que les idées sont non préconçues, puis qu'on travaille comme ça avec des gestes, les gestes peuvent se répéter, ils peuvent se... On a une espèce d'automatisme, justement, dans la main qui fait qu'on répète un peu tout le temps le même geste. Alors, il dit, au contraire, avec ce que j'essaie de faire, moi, j'évite cette répétition possible et j'arrive à faire comme ça un travail. Et là, on peut dire, ben là, justement, Riopelle a trouvé son moi. Il a finalement réussi à se dégager de toute cette longue histoire académique et de copie de la nature, etc. D'ailleurs, d'une certaine façon, des fois, pour la retrouver, d'une autre façon, il y a des tableaux de Riopelle qui évoquent la nature. Le grand tableau qu'il avait fait pour sa première exposition à New York, qui s'appelle Blue Night, là, est un tableau qui pouvait évoquer effectivement la nuit bleue, mais par une toute autre façon. Hein, Riopelle aurait dit, les gens font de l'abstraction parce qu'ils partent de la nature puis s'en vont vers l'abstrait. Il dit, moi, c'est le contraire. Il dit, je pars de l'abstrait puis je m'en vais vers la nature. Tu sais. Et c'est vrai, ça. Si on regarde l'ensemble de son œuvre, il y a vraiment cette espèce de démarche-là qui s'est faite. Alors voilà, on arrive au bout de notre saison. Je vais répéter ça en anglais au mois de mai. S'il vous plaît, si vous voulez venir, vous êtes bienvenus. Mon anglais est un peu martien, mais en tout cas. Et encore une fois, merci pour votre fidélité. Je reconnais beaucoup de visages.